Bonjour à tous et bonjour à toutes. Programme hors série sur Akasha Media. Nous allons parler d'auto-hypnose active avec Pierre Duré. Pierre Duré qui est dans cette spécialité-là, après avoir été dans l'intégration motrice primordiale. D'ailleurs, de l'intégration motrice primordiale à l'auto-hypnose active, quel a été ce lien, Pierre? Ah, mais en fait, ma recherche sur le mouvement m'a poussé à aller de plus en plus au cœur des choses. Donc, au cœur du mouvement, il y a les réflexes archaïques, et au cœur des réflexes, ce qui gère les réflexes, c'est l'inconscient. Et d'où Bien. l'intérêt pour Oui. différentes méthodes d'accès à cette partie-là de nous. Et l'hypnose, l'auto-hypnose, c'est vraiment je dirais un bon véhicule pour aller accéder à ce potentiel intérieur et pouvoir aller un petit peu, encore un peu plus en amont pour solutionner des problèmes, dépasser des petits blocages et aussi épanouir des capacités qui seraient là un peu trop en sommeil en nous. D'accord. Euh, voilà. Donc, on est sur ce qui est appelé donc l'auto-hypnose active. Donc, ça invite aussi donc ta formation invite à ce que nous puissions le faire de manière autonome. Oui. Ok. Donc le but, c'est que la personne puisse vraiment être, comme tu dis, autonome, qu'elle puisse vraiment se débrouiller toute seule. Et donc, c'est bien pour ça que le petit mot active a été ajouté. Mhm. C'est ce qui fait toute la différence entre ce qui est proposé ici dans l'école où j'ai été formé, Psyché Formation de Lille. Donc, c'est un concept qui a été développé par Olaf Sarmouk et Valérie Alguin, qui sont maîtres praticiens en hypnose, et Valérie est psychiatre. Et en fait, ce qu'on observe dans l'auto-hypnose classique, je dirais, c'est que oui, vous êtes autonome dans le sens où c'est vous qui branchez l'appareil, qui va passer le CD, le DVD, qui va Mhm. passer l'enregistrement, mais en fait, vous êtes toujours assisté. Ce n'est pas une autonomie réelle. Tandis qu'ici, l'auto-hypnose active propose vraiment d'être actif et autonome dans les suggestions que vous vous faites. D'accord. On C'est n'a plus vraiment la besoin de l'outil. position. On peut utiliser des supports extérieurs. Il D'accord. m'arrive d'utiliser YouTube, par exemple, quand je suis un peu plus fatigué, j'ai un peu plus de mal à, voilà, j'ai besoin juste d'être soutenu. Mais dans la majorité des cas, l'auto-hypnose active permet vraiment de travailler seul. Vraiment, D'accord. et vraiment partout, dans toutes les conditions. Alors, Voilà. on entend parler aussi, bon, il y a plusieurs méthodes d'hypnose. Il y a, bon, on voit surtout l'hypnose dite, entre guillemets, de cabaret, hein, celle qu'on voit dans les grands spectacles, soit à la télé ou soit... enfin, c'est l'hypnose que certains ont, enfin, qui est parfois enfin, la plus connue, hein, quand on voit certaines personnes qui, en deux, trois claquements de doigts font faire un petit peu tout et n'importe quoi à une personne, sachant qu'on est bien d'accord, cette méthode d'hypnose nécessite, enfin voilà, la personne n'est hypnotisée pas en 2 secondes, il y a déjà une préparation qui est faite chez l'autre. Mais on ne va pas parler de celle-ci. Il y a aussi l'hypnose ericksonienne. Mhm. Et quelle est justement, est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose ericksonienne et l'auto-hypnose active, ou est-ce que c'est le même type d'hypnose? Ça en découle. Ce sont les mêmes protocoles et c'est aussi la même démarche qui est d'être permissif. L'hypnose classique, dite classique, c'est l'hypnose un peu comme on voit chez Freud, par exemple, qui c'est je vous dis ceci, vous faites cela, vous obéissez. Voilà, ce sont des suggestions extrêmement directes qui en imposent et donc qui peuvent engendrer des réactions de défense, des mécanismes de ben non, j'ai pas envie d'obéir, non, j'ai pas envie d'écouter.
Ce qui fait dire parfois que tout le monde n'est pas hypnotisable. Ce qui est faux. Tout le monde est hypnotisable parce que l'état hypnotique est un état naturel du cerveau. C'est un état de conscience modifié qui fait partie de notre fonctionnement. Et nous y entrons plusieurs fois par jour dans cet état de conscience modifié, ces états de conscience modifiés, il y a certaines personnes, elles vont jusqu'à 5-10 minutes par heure en état de conscience modifié. Il faut savoir que quand on est enfant, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on y est quasiment en permanence en état d'hypnose. Et au fur et à mesure qu'on va avancer vers l'âge adulte, bien, le processus va s'inverser et on va entrer dans un état de conscience qu'on dit ordinaire, dans lequel nous sommes maintenant, ou dans lequel nous discutons, et de moins en moins en état de conscience modifié. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les enfants, quand ils jouent, si vous vous souvenez un petit peu dans votre ressenti, quand vous étiez Zorro, Tarzan ou une princesse, vous étiez vraiment la princesse ou Tarzan. Voilà. Il suffit de voir même quand on conduit, même quand on fait un long trajet, voilà. On se rend pas compte, mais on se dit, zut, alors il s'est passé 1 heure alors que je ne me suis même pas rendu compte. Voilà, c'est le trajet, c'est la route qui nous a mis dans un état hypnotique. C'est un état pré-hypnotique. D'accord. Hypnotique, oui, voilà. C'est déjà de l'hypnose, mais très légère, très superficielle. Mais c'est de l'hypnose. Et que ce soit en hypnose ou en auto-hypnose, parce que ce sont les mêmes processus, on va approfondir cet état et on va cibler des objectifs grâce à toute une méthodologie, les protocoles. Mais pour revenir donc à l'hypnose ericksonienne et l'auto-hypnose, donc là on est dans une hypnose plus permissive, c'est-à-dire qu'on peut les suggestions, c'est mais vous pouvez rentrer maintenant en état d'hypnose ou un peu plus tard. Vous pouvez entrer en état d'hypnose les yeux fermés ou les yeux ouverts. On vous laisse le choix, souvent des choix illusoires, du style tu préfères que je te touche la main gauche ou la main droite pour entrer en état de transe. Mais donc, on a l'impression d'avoir une certaine liberté. Effectivement, on peut choisir quelle main on va laisser toucher. Mais de toute façon, l'objectif, c'est d'entrer en état hypnotique, en sommeil hypnotique. Donc ça, c'est la grosse différence malgré tout entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. C'est que l'une est très dirigiste, très imposante. Et l'autre est beaucoup plus permissive, qui donne un cadre plus souple. Et puis il y a, je dirais, un troisième grand courant qui découle de l'hypnose ericksonienne, c'est, et le nom m'échappe, évidemment, la nouvelle hypnose, voilà, qui a été créée dans la fin des années 70 et qui est un élargissement de l'hypnose ericksonienne. Donc, juste pour les gens qui ne connaissent pas, l'hypnose ericksonienne vient de Milton Erickson, qui était un psychiatre américain et qui a vraiment été la personne qui a apporté vraiment le grand renouveau de l'hypnose et qui a donné toutes ses lettres de noblesse à l'hypnose. Donc, parce qu'il a exercé pendant des années, déjà lui a pratiqué l'auto-hypnose enfant, puisqu'il a failli mourir de la polio et de différentes maladies. Et le médecin ne lui donnait pas quelques jours à survivre. Et il a dépassé tout ça et il en a fait un outil extraordinaire. Et lui, il utilisait l'hypnose essentiellement sous l'aspect conversationnel. Ce qui est donné aujourd'hui, l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas toute cette mise en scène du protocole où c'est asseyez-vous et maintenant vous allez respirer, maintenant vous allez vous concentrer, maintenant voilà. Non, lui, mais il avait ce dialogue avec le patient et il faisait notamment, il utilisait une technique qu'on appelle le saupoudrage, qui est, mais il utilisait bien d'autres choses. Hein. C'est un des petits outils qu'il utilisait. Et donc le saupoudrage permet vraiment d'aller déposer des mots dans l'échange qui sont en fait des suggestions. Et donc le patient n'entre pas vraiment en état de transe profonde dans le sens théâtral,
mais on peut quand même aller très très loin, parce que bon, c'était presque, on pourrait dire entre guillemets, miraculeux les résultats qu'il a obtenus. Et d'ailleurs, je pense, si je me souviens bien, on l'appelait le sorcier, Oui. parce qu'il arrivait à produire des effets juste dans la conversation comme ça. D'ailleurs, un des initiateurs aussi des thérapies brèves, Milton Erickson. Oui, 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 mais Ouais. l'hypnose, c'est une thérapie C'est une brève, hein. thérapie brève, Oui. en elle-même. Orientée, donc l'hypnose est orientée, l'auto-hypnose, hein, donc Oui. hypnose, auto-hypnose, auto-hypnose active, est orientée vers la solution. Donc on peut aller modifier des choses sur la ligne de vie dans le passé, on peut aller identifier des choses qui n'ont pas été, etc. Mais Justement, l'objectif, Pierre, on y vient. Excuse-moi de te couper, parce que justement, c'est partie tu vas l'aborder, justement, une des prochaines parties donc, de ma question qui venait, sur les applications. Quelles sont les formes d'application de l'auto-hypnose? Donc, on a le rewind, donc en arrière. oui, voilà, on peut aller faire une réempreinte de sa ligne de vie sur des gros traumas, sur des causes de phobie. On peut aller récupérer des potentiels, aller rassurer, accompagner, par exemple, le petit enfant qu'on a été. Ça va, on va dire, réajuster les programmes qui sont mis en place. Ça, c'est une chose. On peut faire l'inverse, on peut faire des futurisations, parce qu'une des capacités de notre inconscient, et de notre cerveau, c'est d'anticiper, d'élaborer des scénarios probables, possibles, à partir de tout le reste de la ligne du temps, de tout ce qui a précédé. On peut produire des futurisations, c'est-à-dire, par exemple, pour faire le bon choix, on doit choisir entre telle direction ou telle direction. Eh bien, on va demander à notre inconscient de scénariser, de proposer l'issue la plus probable si je prends telle voie, et l'issue la plus probable si je prends telle autre voie. Et souvent, on demande même à l'inconscient une troisième voie, une voie à laquelle on n'aurait pas pensé. Et parce que nous, au départ, on aborde la problématique avec le conscient, donc de façon très linéaire, assez limitée. C'est d'ailleurs ce qui m'amène un petit peu, qui va m'amener un petit peu à parler de l'inconscient dans la vision de l'hypnose. Donc l'inconscient dans la vision de l'hypnose, elle reprend la définition de la psychologie, mais c'est beaucoup plus vaste. Et pour résumer, on va dire que l'inconscient en hypnose, c'est tout ce dont nous ne sommes pas conscients. Donc ça va des mécanismes physiologiques au niveau du noyau des cellules, jusqu'on pourrait dire le plan spirituel, les valeurs fondamentales qui nous constituent. Donc ça prend toute cette panoplie-là. Et donc ça laisse vraiment un champ d'action très vaste. Donc comme je disais, on peut aller faire de la réempreinte, on peut faire de la futurisation, on peut travailler sur les phobies, on peut s'auto-coacher, aller redynamiser des potentiels qui sont mis un peu en sommeil, dus aux épreuves, dus à l'oubli, dus au fait qu'on s'oublie soi-même dans la vie de tous les jours. On peut aller nettoyer, faire des nettoyages, aller récupérer un petit peu ou évacuer ce qu'on s'est laissé mettre en soi, déposer en soi, dans l'éducation, par exemple toute la culpabilité, les peurs qui ne nous appartiennent pas, tous les conditionnements de notre éducation, on peut aller nettoyer tout ça. On peut travailler sur le déstress, sur l'anesthésie locale. Donc ça, maintenant on connaît l'hypnose médicale, oui, qui est franchement à réserver aux médecins. Ça, je suis tout d'accord, c'est un domaine de l'hypnose vraiment. Je ne suis pas toujours pour que ce soit récupéré par la médecine. Mais en tout cas, dans ce contexte-là, je trouve que voilà, ils sont compétents dans ce domaine-là, les anesthésies locales ou même plus complètes. Mais on peut, par exemple, vous allez chez le dentiste, mais vous pouvez vous préparer par l'auto-hypnose active et lancer un processus et faire des ancrages pour que vous puissiez diminuer la pression et diminuer l'effet des émotions. On va dire négatives, la peur, etc. Et activer les émotions que je dirais positives. Je ne veux pas dire la joie d'aller chez le dentiste, je ne pense pas. Forcément, non. Mais en tout cas, d'être plus cool, d'être en confiance, de faire confiance au fait que c'est un professionnel qui connaît son job.
voilà, et qu'en fin de compte, c'est quand même une intervention très, très locale, même si elle est désagréable, elle est quand même très locale. C'est pas, on vous coupe pas une jambe quand on va aller, voilà, soigner une dent. Voilà, donc les domaines sont très vastes. Dans le domaine du coaching sportif, moi j'ai fait de la modélisation. C'est un protocole qui consiste à se calquer sur les compétences de quelqu'un qui maîtrise super bien son sujet. Donc je l'ai fait par exemple sur des maîtres en arts martiaux et j'ai pu voir vraiment mon niveau de compétence faire un bond, sentir concrètement des ouvertures dans mon corps. Et c'est ça qui est intéressant dans l'hypnose et l'auto-hypnose, c'est de voir que quand vous entrez dans un protocole hypnotique, c'est l'être en entier qui est concerné. Donc il y a des effets physiques, je dirais mesurables. En exercice avec des collègues, j'ai fait des anesthésies locales avec piqûres d'aiguilles, ce genre de choses, pour se tester, voir un petit peu les effets qui sont possibles. Sur moi-même, dans les arts martiaux où il y a de la survie, j'ai pu pratiquer la capacité à dormir dans des grands froids alors que j'étais en t-shirt. Voilà, ce genre de choses. Donc je dirais la panoplie des possibles est vraiment énorme. Et aussi, par exemple, au niveau de la reconstruction de soi, toute l'estime de soi, au niveau du burn-out aussi, vraiment permettre de dédramatiser. Maintenant, c'est vrai, il faut le reconnaître, en auto-hypnose, on a quand même ses propres limites. On arrive quand même de temps en temps à se limiter. Et il y a des zones, quand on doit travailler dans les profondeurs, on sait très bien que si on va gratter là, ça va secouer un petit peu. Justement, j'allais venir, Pierre, parce que justement, on est sur l'auto-hypnose en tant que découverte de ressources, dire en soi, voilà, de travailler aussi sur des zones émotionnelles qui parfois peuvent nous handicaper au quotidien. Mais lorsqu'il s'agit de zones un peu plus profondes, un peu plus... oui, un peu plus profonde, un peu plus perturbante, quand c'est dû à des traumatismes un peu plus profonds et un peu plus violents aussi. Là, on est amené à trouver nos propres limites. Donc, est-ce qu'il y a justement certaines zones de sécurité qui sont en soi? Oui. Et comment on peut les travailler? Oui. C'est ce qu'on appelle en hypnose les fusibles. Oui. Ce sont des sécurités qu'on se met. Donc, il y a tous les protocoles ont un peu la même structure. Et puis, ce sont les nuances qui vont être apportées. Mais il y a un grand schéma. Et dans le schéma, il y a ce qu'on appelle la mise en place des fusibles. Ce sont des sécurités qui permettent, et ils sont très importants, ils sont presque même, je dirais, inévitables en auto-hypnose, parce qu'il faut se sécuriser. Et donc, par exemple, si on décide de faire un boulot sur les émotions, sur une phobie, par exemple, et qu'à un certain moment, on se teste, voilà, je travaille, je sais pas, sur la phobie des araignées, par exemple, mais quand je parle d'une phobie, c'est vraiment rien que le fait de penser que dans la pièce d'à côté où je vais aller dans 5 minutes, il pourrait y avoir une araignée. Je commence déjà à avoir des symptômes physiques, quoi. Je sue, je tremble, au point que je pourrais même tomber dans les pommes, quoi. Eh bien, à un certain moment, quand je vais faire tout le protocole pour dégager toute cette phobie, il va y avoir ce qu'on appelle la futurisation, c'est-à-dire de me remettre en contexte, d'aller me reconfronter à la situation anxiogène. Et donc, là, si j'ai pas tout résolu tout de suite, eh bien, il peut y avoir de nouveau un déclenchement émotionnel, plus ou moins fort, ou un petit peu, ça dépend un petit peu de ce que j'ai réussi à mettre en place comme solution. Eh bien là, il faut être sécurisé. Il ne faut pas aller s'emballer, il ne faut pas tomber dans une espèce de schizophrénie où on ne sait plus se rattraper. Et donc, les fusibles servent à ça, et ça fonctionne super bien. Super bien. Ça sécurise. Et vraiment, ça permet aussi, bon, voilà, je suis en train de faire un travail, je sais pas, il y a un incendie qui se déclare dans la pièce, ce serait peut-être bien que je puisse me réveiller et me mettre en sécurité. Eh bien, ces fusibles permettent vraiment de se réveiller instantanément. Ou des fusibles qui permettent justement
de mieux gérer les émotions. Par exemple, voilà, je fais une futurisation dans une phobie, je vais me reconfronter à la situation. Ben voilà, si je suis à 3 mètres d'une araignée, je me vois à 3 mètres d'une araignée, ok, ça va. À 2 mètres, ça commence à être un peu plus chaud, mais ça va, je peux encore gérer, je me sens pas bien, mais ça va, c'est encore gérable. J'arrive à 50 cm, oula, c'est ingérable. Ouais, la zone de confort, ben, j'ai bien préparé mon protocole, je peux mettre en place un fusil qui me rappelle que je suis en séance d'hypnose. Et que donc, à tout moment, je peux reprendre les rênes et reprendre du recul et revenir au point 2, 3, 4 du protocole. Donc ça, c'est le genre de fusible qu'on peut mettre en place. Des fusibles aussi qui me permettent d'intégrer l'environnement, donc de pratiquer partout. Dans le bus, le temps de monter 3 étages dans l'ascenseur, voilà, j'ai un entretien d'embauche, il faut que je me recentre, il faut que j'active en moi une émotion positive de confiance, d'estime de moi. Eh bien, en quelques secondes, c'est faisable grâce à ce qu'on appelle, on va dire, c'est une sorte de fusible positif, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Oui, voilà, je peux associer une émotion positive avec un geste, par exemple. Du style, par exemple, je sais pas, je fais une pince avec les doigts et je demande à mon inconscient de vraiment associer le développement que j'aurais préparé avant de l'émotion, j'aurais fait monter la joie, par exemple, ou la confiance en moi, avec ce geste, ou serrer le poing, ou se toucher le bout du nez, je ne sais pas, chacun un peu, on peut en mettre plein des ancrages, et ça va me permettre vraiment, sans devoir revenir en transe profonde, de réactiver ces potentiels de l'inconscient. C'est ce que font les sportifs. Quand vous voyez un tennisman qui fait rebondir sa balle, en fait, il est en train de faire un ancrage. Il est en train de remettre en place tous ses repères. Voilà, c'est un ancrage. Voilà. Et chez les sportifs, c'est très flagrant. Tous les sportifs, parfois même, on leur pose la question, tiens, est-ce que vous avez des superstitions? Est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que vous touchez certains, bon, ça va être, je sais pas, embrasser leur petite croix qu'ils ont un peu comme les footballeurs, etc. Mais ce sont tous des ancrages, en fait. Justement, cette technique d'ancrage, c'est pratiquement une intégration à l'hypnose de la PNL, c'est-à-dire que la PNL, qui est la programmation neurolinguistique, est pratiquement associée à l'hypnose. Ou du moins, c'est la PNL qui a emprunté à l'hypnose. Plutôt, je pense. Donc, Bandler et comment il s'appelle, Gringer, je ne sais plus les deux noms, les deux comparses là, étaient des disciples d'Erickson. Oui, donc forcément. Voilà. Donc, et on retrouve des choses très similaires. Oui, sur l'ancrage, sur le gestuel à reproduire pour se remémorer un élément positif. Aujourd'hui, on voit différents outils en fait qui deviennent le programme de base de différentes hypnoses. Il y a par exemple l'hypnose régressive, eh bien, elle s'est spécialisée dans le fait de pouvoir retourner dans le passé, dans cette vie-ci, puis ils ont été un peu plus loin dans les vies antérieures. Bon, bah, chacun a un peu sa croyance, et voilà, pourquoi pas. Puis il y a l'hypnose médicale, il y a l'hypnose de coaching, etc., etc. Donc toutes ces hypnoses-là, l'hypnose spirituelle, l'hypnose humaniste, toutes ces hypnoses-là, en fait, on se sont focalisées sur un ou deux outils et ont développé toute une méthodologie. Nous allons parler des protocoles de travail par rapport à l'auto-hypnose. Donc il y a plusieurs protocoles de travail que je vais t'inviter donc à expliquer les uns par rapport aux autres. Donc il y a notamment le travail intuitif, justement, donc l'intuition fait partie, donc est un élément de l'auto-hypnose. En quoi justement on peut faire ce travail intuitif? Ben justement dans un recentrage, mais rien que le fait déjà de recréer des ponts vers son propre inconscient, c'est retourner quelque part dans le transpersonnel. Un peu comme l'a montré Jung avec l'inconscient collectif, c'est se reconnecter à tout un champ d'informations. Et donc, quand on pratique l'auto-hypnose et l'hypnose, on va rester focalisé sur l'auto-hypnose,
eh bien, on se reconnecte sur les synchronicités, sur la capacité de produire des synchronicités D'accord. et tous ces potentiels auxquels l'inconscient peut se connecter. Donc, il y a l'intuition, mais il y a l'imagination. Il y a la mémoire. La mémoire, ça c'est très important. La mémoire, qu'elle soit olfactive, tactile, etc. L'imagination. On voit bien l'inconscient dans les rêves, bah, il se lâche quoi. Et donc c'est un petit peu la même chose ici, puisque en état d'hypnose, on n'est plus en état de conscience ordinaire, mais on n'est pas encore dans le sommeil. On est dans l'entre-deux. C'est ce qu'on appelle le stade alpha, non? Non, il y a plusieurs stades. Il y a le stade alpha qui est le stade de relaxation. Oui. C'est pour ça que je préfère parler des états modifiés de conscience. Oui, des états, au pluriel. Plus ou moins profonds en fonction des protocoles, des objectifs, etc. Et celui qui gère l'état de profondeur, là où on va et ce qui va se déclencher, c'est notre inconscient. Nous, on le sollicite et cette partie profonde de nous va nous guider, va nous conduire. C'est un peu j'aime bien l'appeler l'ami intérieur. Avec un grand A, le guide intérieur, voilà, qui va nous conduire un petit peu dans les états de profondeur les plus propices aux objectifs qu'on s'est fixés. Et donc oui, l'intuition, cette façon de percevoir dans l'instant et dans la globalité. Quand on est en état de conscience ordinaire, au niveau du conscient, on perçoit les choses de façon un peu linéaire, de façon un peu logique. Donc on suit un A, B, C, D, E, etc. L'inconscient, lui, va faire des associations qu'on ne soupçonne même pas. Il va gérer une quantité d'informations, il va faire des connexions. Oui, il a ses propres algorithmes, quoi. Oui, ouais. C'est incroyable. D'ailleurs, dans des protocoles comme la récapitulation, on va faire le nettoyage. Il y a une telle quantité d'informations traitées par l'inconscient que nous, consciemment, on reste dans des impressions. On a des images un peu fugaces, comme ça, et des impressions. On sent bien qu'il y a quelque chose qui travaille, quelque chose se passe là derrière. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, parce que c'est énorme ce qui se passe là derrière. Voilà. Ensuite, nous avons... ce que je vois, c'est la création de lieux ressources. C'est dans l'ancrage, ça aussi, il me semble. Mais on peut faire un ancrage sur le lieu ressource. Mais le lieu ressource, pour moi, il est essentiel, et dans mon travail d'hypnopraticien et en auto-hypnose. Donc le lieu ressource, je dirais, il a 3 grandes fonctions. Comment on le construit? Eh bien, on demande à l'inconscient de nous proposer un lieu où on peut se ressourcer. Donc ça peut partir d'un lieu qu'on connaît, dans le monde physique, dans lequel on aime bien aller, où on aimerait aller, ou un lieu imaginaire. Ou un peu tout ça à la fois. On se lâche. Au niveau de l'inconscient, on lui demande vraiment d'aller stimuler notre imaginaire. Mais le lieu ressource, c'est vraiment un lieu d'abord qui nous permet de nous poser et de nous régénérer, de nous recentrer, de nous enraciner, de se retrouver avec nous-mêmes. Et ça a des effets même physiques, où le système nerveux vraiment se décharge de ses tensions, les endorphines sont libérées dans le corps. Donc on se met dans sa bulle, une bulle de bien-être, de paix, je dirais, de lumière, voilà, un petit peu son temple intérieur. Mais aussi, le lieu ressource est très intéressant pour pouvoir communiquer plus facilement avec son propre inconscient. Toutes les dynamiques de l'inconscient, comme je le disais, elles sont énormes. Il y a une quantité d'informations astronomiques qui sont traitées là, et c'est souvent impalpable. Voilà, pour y avoir accès, c'est assez compliqué. D'ailleurs, on le voit, pour se souvenir des rêves, c'est déjà compliqué. Et puis, pour le comprendre, le rêve, c'est encore plus compliqué. Oui, encore plus tordu, oui. Eh bien, le lieu ressource permet de proposer un filtre, un sas, qui va permettre d'être en meilleure communication avec son inconscient. Ça va être plus direct, plus instantané, plus intuitif, justement. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième fonction du lieu ressource. Et la troisième fonction, c'est que ce lieu va servir un peu de plateforme pour partir en voyage, faire des voyages à l'intérieur de soi-même. Un peu comme
J'aime bien prendre l'image du quai dans un port où il y a des voiliers, des bateaux qui attendent pour partir faire un voyage. Eh bien, le lieu ressource, c'est un peu ce quai d'embarquement qui va permettre vraiment notamment d'aller d'aller vers un lieu secondaire qui est souvent, voilà, qui est attaché au lieu ressource, qui s'appelle la salle du conseil. D'accord. C'est une salle qui permet, c'est un lieu qui découle du lieu ressource et qui va permettre de contacter les différentes potentialités qu'il y a en nous, d'aller stimuler par exemple la mémoire. Donc par exemple on peut symboliser ça. Il suffit de demander à l'inconscient, voilà, qui nous propose une salle du conseil, une salle de réunion. Où on va contacter les différents ministres qui sont à l'intérieur de nous. Et par exemple pour l'apprentissage des langues, on peut dans ce lieu de réunion convoquer la mémoire et la capacité à assimiler. On peut aussi aller convoquer, lorsqu'on a des symptômes désagréables, on peut les convoquer la partie responsable de ce symptôme-là pour dialoguer avec cette partie et lui demander quelle est son utilité, à quoi elle sert. Souvent, quand il y a un symptôme qui apparaît, que ce soit un symptôme plutôt plus psychologique, plus émotionnel, ou un symptôme psychosomatique, vraiment où il y a des effets sur le corps, hein, genre, je sais pas, dépigmentation de la peau, des émotions qu'on ressent physiquement, etc., des douleurs, eh bien, on peut l'interroger la partie de l'inconscient qui va être symbolisée sous la forme, je sais pas, une forme géométrique ou oui, sous en fait, on crée ses propres archétypes. Hein. On crée ses, oui, c'est bien d'aller à la différence, je dirais, je pense, de la sophrologie, où la sophrologie est plus directive, et vous voyez ceci, et vous allez rencontrer un être qui est comme ça. Là, on peut demander à l'inconscient, juste inconscient, mon inconscient, je te demande de convoquer la partie responsable de telle douleur, de tel symptôme. Et donc là, on ne sait pas ce qui va venir. C'est plus à la façon chamanique. On ne sait pas vraiment ce qui va venir. On sait qu'il y a quelque chose qui va venir, mais comment ça va se présenter, sous la forme d'une couleur, d'une impression, d'un bonhomme. Voilà, c'est ça l'intérêt, parce que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus interactif. Voilà, donc ça, c'est les fonctions du lieu ressource. Pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment un lieu vraiment très, 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 très utile. Et nous avons aussi le travail métaphorique qu'on trouve aussi dans toutes sortes, dans thérapie brève, dans toute forme de acte libérateur ou psychomagie, le travail métaphorique ou le travail sur l'analogie d'une situation par rapport à... je te laisse mieux expliquer ça que moi, ça sera mieux. C'est toi l'expert. La métaphore, elle est un outil vraiment majeur en hypnose, auto-hypnose. Ouais. Soit des métaphores que l'on crée, soit des métaphores qui sont créées par l'inconscient, qui toujours ont une force beaucoup plus grande, un impact plus important sur nous. Et donc les métaphores, ça peut être des histoires fantastiques de dragons, les mythes, ça peut être faire appel à certains archétypes. Aussi, et on revient dessus, ouais. Ça peut être des histoires aussi qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Et donc des contes. L'utilisation des contes, hein, oui. Contes, je dirais presque des actes psychomagiques internes, qui sont très puissants, qui ont des effets concrets très puissants. Et puis, il y a un protocole spécifique qui s'appelle la métaphore, qui sert à dépasser les obstacles. Et donc, en gros, comment ça se passe? Eh bien, du lieu ressource, par exemple, vous demandez à votre inconscient de vous proposer un chemin qui représente un peu votre chemin de vie et de vous symboliser ce qui vous bloque actuellement. Et donc, vous ne savez pas ce qui va apparaître sur le chemin. Ça peut être un grand mur, un lac, un grand fossé, vous ne savez pas, un dragon qui crache du feu, vous ne savez pas. Et puis, une fois que vous rencontrez l'obstacle, donc vous avez le nez dessus, c'est ce qui se passe par exemple dans votre vie actuelle, vous avez un problème et vous avez le nez dessus, vous ne trouvez pas de solution. Vous n'arrivez pas à dépasser la situation. Et donc, vous allez demander à votre inconscient de vous amener une ressource,
genre un animal magique, un cheval, une licorne avec des ailes. C'est lui qui propose. Vous pouvez vous le proposer, mais c'est encore plus fort si vous laissez faire votre inconscient. Juste vous demandez. Ah, mais inconscient, j'aimerais bien, voilà, je vois bien l'obstacle et c'est bien ennuyant, mais j'aimerais bien pouvoir dépasser ça. Et donc, avec cet animal magique, vous allez monter de façon à voir l'obstacle vraiment tout petit. Donc, en fait, c'est un processus de désidentification au problème. Ouais. Quand on prend de la hauteur, même quand on le dit dans la vie de tous les jours, prendre de la hauteur, prendre du recul, ben, ça permet de voir plus large et donc de voir que derrière, il y a des solutions. Tous les angles d'une situation aussi, ouais, à 360 degrés, comment on peut voir la chose. Là où les solutions possibles. Et donc, on demande à l'inconscient de vous aider à vous demandez à votre propre inconscient de vous emmener loin derrière l'obstacle et de vous poser, de regarder l'obstacle. Mais en fait, l'obstacle, il paraît tout petit. Il est toujours là, bien sûr. On ne nie pas le fait qu'il y a un obstacle, mais il a beaucoup moins d'importance parce que c'est un élément dans votre vie qui est beaucoup plus vaste. Et donc là, ça permet de remobiliser des ressources en vous et de nouveaux possibles. Voilà. Et donc, ça a un effet énorme, notamment sur toute la plasticité cérébrale, parce que quand on est confronté à des obstacles et répétitifs, on reste dans le même comportement, mais on crée des autoroutes. Ça, j'en ai déjà parlé, notamment avec les réflexes archaïques. Et c'est important de désinvestir de ces autoroutes-là pour en créer d'autres. Et l'auto-hypnose, vraiment, dans ce protocole-là de métaphore, il est très, très puissant, justement, pour aller remodeler tout ça un petit peu à l'intérieur. Voilà. Eh ben, on a fait une petite vue d'ensemble sur les pratiques, et sur ce que ça englobe et sur les solutions qu'on peut avoir par rapport à l'auto-hypnose. Maintenant, on va parler un peu plus de toi, par rapport, alors tu fais des formations, toi, donc auto-hypnose active actuellement en Belgique. Oui, en Belgique, voilà, un peu, voilà, j'ai deux, trois endroits régulièrement. Et il y a une volonté aussi de s'étendre sur le territoire français, Suisse, bon, la Belgique c'est fait, Luxembourg, pourquoi pas, hein, surtout français et suisse, hein, il me semble. Oui, voilà, voilà, c'est plus facile là on parle français. Oui. Je pourrais me débrouiller en anglais, mais il y a peut-être des questions un peu plus profondes, un peu plus subtiles que j'aurais un peu plus de mal à gérer en anglais. Mais en tout cas en français. Et voilà, l'auto-hypnose active est vraiment un outil absolument merveilleux et je dirais qui révèle en fait ce que nous sommes, ce potentiel magique extraordinaire qui est en nous. C'est-à-dire cette ressource-là de l'inconscient. Et aujourd'hui, bien, avec toute l'éducation et toutes les lois qu'on nous met sur la tête, toutes les restrictions, je trouve que c'est important de pouvoir un peu aller retrouver cette liberté intérieure, d'aller se réécouter un petit peu, là. Et donc, ce qui fait la force de ces protocoles, ce qui fait la force de l'auto-hypnose active, c'est nous, c'est vraiment nous. Ce sont nos propres ressources internes. Sans l'inconscient, l'auto-hypnose n'est rien. C'est là que ça se passe. Voilà. Donc, c'est cette envie de partager dans les formations que je donne. Je vois des choses vraiment extraordinaires, des lumières qui s'allument dans le regard des gens qui se transforment. Et en hypnose aussi, d'ailleurs, je vois des gens qui percutent et qui retrouvent des choses qui étaient là pendant l'enfance et qui ont été mises un peu en sommeil, un peu oubliées. Et puis ces gens se retrouvent, je dirais, le rose aux joues, qui se ressourcent justement. C'est surtout qu'ils se sont aidés eux-mêmes, en plus. C'est la démarche, ils se sont aidés eux-mêmes, donc ça va dans cette démarche très autonome. Hein, c'est qu'ensuite ils ont justement ce pouvoir d'autonomie qu'ils peuvent avoir, de pouvoir ensuite reproduire et d'appliquer les choses au quotidien pour elles-mêmes, sans avoir non plus. Bon, on peut toujours te joindre pour un conseil, ça c'est pas un souci, mais
le but avant tout, c'est de rendre donc l'autonomie d'une personne et non pas une trop dépendance à un thérapeute qui pourrait d'ailleurs être malsaine presque. Oui, oui, voilà, mais avec une dépendance, une soumission. Oui, Et puis, on entend beaucoup parler, je dirais, aujourd'hui, dans toutes les thérapies, c'est retrouve ta liberté, retrouve-toi, soit réveiller. recentre-toi, libère-toi, enfin, voilà. Mais souvent, ça reste un souhait, ça reste un rêve. L'auto-hypnose active, vraiment, elle se vit à tous les niveaux de On l'être. passe au concret, C'est hein. vraiment, On voit les choses. je peux vous assurer qu'on ressent les effets physiques et dans son comportement. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de la modélisation. Il y a des expériences qui ont été faites concrètes avec des pianistes, avec des sportifs. On voit le niveau de compétence qui change, vraiment. Donc voilà, il y a de la ressource Oui. dans cette méthode. Et donc cette méthode-là, je le répète, a été mise au point à travers toute leur expérience par Olaf Sarnouk et Valérie Algrin de Lille, Mhm. à qui on doit un grand merci. Voilà, parce que je dirais, ils ont donné un degré d'épanouissement possible supplémentaire dans l'auto-hypnose. Puisque si vous regardez un petit peu toutes les méthodes d'auto-hypnose qui sont proposées, mais vous avez toujours soit un texte, soit une CD, tout vidéo. ça, ouais. Voilà. On peut utiliser ça aussi en auto-hypnose active, c'est bienvenu, mais on peut s'en passer aussi. Juste d'être son propre hypnotiseur Voilà. et son propre patient. Sa propre ressource à soi. Voilà. Oui. Inutile de passer, le but, est inutile de passer par un outil quelconque. L'outil, on peut l'avoir en soi-même, quoi. Voilà. Par exemple, et L'outil, une c'est utilisation qui vient là, juste pour terminer là-dessus, oui. c'est si vous prenez certains traitements un peu lourds, par exemple, dont vous ne pouvez pas vous passer, je sais pas, je pense notamment à des cancers, sida, ce genre de choses, eh bien, l'auto-hypnose active vous permet d'aller dynamiser les effets positifs de ces médications et vous permet de mieux gérer les effets secondaires pervers qui abîment le corps, qui donnent des effets de fatigue, voilà, qui font que les dents jaunissent, que vous perdez vos cheveux, etc. Il y a aussi moyen de gérer ça. Je dis pas que c'est la panacée universelle que vous allez arriver, voilà. Ça reste un accompagnement. Ça reste un accompagnement utile. Hein. C'est surtout dans En ce autonomie, moment-là. parce que bon, ce sont il y a des pathologies qui sont très lourdes au niveau physique, psychologique, mais aussi au niveau financier, et qui demandent à ce qu'on puisse être un peu plus autonome, justement pour alléger le budget. Et donc ça permet, par exemple, je pense aussi à tout ce qui est insomnie. Voilà. Moi, je suis de temps en temps sujet, quand je suis justement très fatigué, donc je produis un peu plus d'adrénaline quand on est fatigué à dormir. Eh bien, l'auto-hypnose vraiment m'aide à pouvoir voilà, me décontracter, revenir vers le sommeil plus facilement. Très bien, Voilà. Pierre. Donc en Belgique, donc tu agis en associatif, hein, c'est-à-dire que tu fais appel à des associations pour grouper donc des personnes qui seraient intéressées. Une quinzaine de personnes, je pense, hein, c'est Mais maximum entre 15. 10 et 15 personnes, voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un endroit accueillant, voilà, où on peut faire des échanges. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Très bien. Merci Pierre pour ton intervention. Merci pour nous avoir expliqué un petit peu le principe de l'auto-hypnose active. Si je peux juste pour terminer, Oui, bien sûr. Tu sais, j'aime beaucoup la lecture. Et je voudrais proposer ce titre-ci qui est déjà sorti il y a un petit moment. Kevin Finel. De Kevin Finel aux éditions L'Originel, chez Charles Anthony, donc auto-hypnose, qui résume un petit peu tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui et qui propose des protocoles, etc. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment pratiquer en ayant lu ce livre, quoique les choses simples aussi, mais en tout cas ça donne une idée de ce que c'est que l'auto-hypnose et avec de ce que c'est un protocole. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.